Prochain arrêt, Binge Audio. Vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte. Donc c'est Madame la Présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. Ça, c'était le député Julien Aubert face à la présidente de séance Sandrine Mazetier à l'Assemblée nationale en 2014. L'échange s'était conclu sur ces paroles de Sandrine Mazetier. Monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice inscrite, donc la discussion générale est close. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Il était une fois des femmes ou des personnes qui ne se définissaient pas comme des hommes qui se sont demandé pourquoi, dans certains contextes, on les désignait par des termes au masculin. On leur a dit qu'il s'agissait d'un masculin générique, neutre, qui englobait les hommes et les femmes. Elles n'ont pas été convaincues. Elles ont inventé des formes au féminin, avec une double flexion, et même, attention, péril mortel, avec des points médians. Mais depuis quand est-ce qu'on se pose ces questions ? Pourquoi ? Le débat est-il linguistique ou politique ? Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, dans lequel on va parler d'un sujet ô combien polémique, y compris parmi les linguistes, le langage inclusif. Dans un premier volet, on va revenir sur l'histoire de cette notion, sur ses différentes modalités, puisque l'écriture inclusive ne se réduit pas au point médian, sur tous ces débats linguistiques mais aussi philosophiques et militants. Et dans un deuxième volet, on parlera de psycholinguistique en étudiant en détail le rapport entre forme grammaticale et représentation mentale. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Abou, linguiste, autrice d'une thèse sur l'antisexisme linguistique, post-doctorante au laboratoire de linguistique formelle à l'Université Paris Diderot, et Pascal Gijax, psycholinguiste expérimental et psychologue cognitif à l'Université de Fribourg. Tout ça nous permettra de mieux comprendre la teneur des débats en cours, ce qui fait consensus, ce qui fait polémique et pourquoi. Le langage inclusif, c'est tout de suite d'en parler comme jamais. On parle maintenant de langage inclusif. Mais on a parlé pendant des dizaines d'années de communication non sexiste, de langage épicène, de féminisation de la langue, de neutralisation. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive ou langage inclusif qui permettrait d'inclure les gens qui sont exclus d'une désignation ? Cette expression langage inclusif semble très récente, 5 ou 6 ans à peine. À un moment donné, l'expression d'écriture inclusive s'est un peu imposée il y a, environ 5 ans, médiatiquement. Et du coup aussi scientifiquement, un petit peu derrière, comme un effet de suivi scientifique de l'effet médiatique. Et c'est là que ça a fait polémique. Alors en fait, des polémiques, il y en a aussi depuis 40 ans. Il y en avait sur la féminisation. Et là, c'est donc un peu toujours les mêmes arguments qui ressurgissent. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont beaucoup associé l'écriture inclusive au point médian. Et comme il y avait un nouveau signe, tout d'un coup, signe typographique, ça permettait de dire que c'était complètement nouveau et que ça n'avait pas 40 ans, etc. Et avec ce terme d'écriture inclusive qui avait l'air aussi nouveau et en fait qu'il n'était pas tant que ça. Mais... Oui, donc on a une appellation nouvelle, écriture inclusive, une forme nouvelle dans ces débats, on va dire, d'écriture non sexiste, le point médian. Donc on a l'impression que le débat est nouveau, alors qu'en réalité il est plus vieux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Pascal ? Oui, moi je voudrais peut-être ajouter que effectivement, le terme de langage inclusif est venu un peu plus tard, mais en Europe, en tout cas dans les groupes auxquels moi j'ai pu participer en Europe dans les 15 dernières années, on parlait beaucoup en anglais de gender fair language ou bien de non-sexist language. Et dans la partie francophone, en tout cas ici en Suisse, on a parlé beaucoup de féminisation et de langage épicène, mais on utilise ces termes de manière erronée en fait, puisque déjà on n'est pas dans de la féminisation, puisqu'on est dans la reféminisation, ça c'est un premier point. Et le langage épicène se réfère surtout aux termes qu'on utilise pour se référer autant aux femmes qu'aux hommes. Maintenant, j'aimerais juste ajouter par rapport à ça, et surtout par rapport à ce terme de langage inclusif, ce qui a été intéressant par rapport à ce terme, c'est que le langage inclusif, la notion de langage inclusif, comme disait Julie, il y avait également cette notion de dégenré. Et du coup, on a commencé également à parler de genre, mais de genre non binaire. Et ça a été intéressant dans ce terme d'inclusion.
Et j'aimerais revenir à d'autres langues aussi, puisque Oui. en anglais, Allons-y. le débat existe depuis aussi très longtemps. Et on voit même qu'en Angleterre, le Sexist Act, qui apparaît en 1970, discute déjà de ces aspects-là. Et les travaux de recherche scientifiques sur le masculin en anglais, sur le pronom principalement bien sûr, apparaissent déjà dans les années 1970-1980. Donc vraiment, dans les milieux anglo-saxons, c'est vraiment une discussion qui est là depuis longtemps, mais qui est aussi une discussion politique depuis longtemps. Et on voit aussi en Allemagne, ici en Suisse allemande, le débat également est beaucoup plus vieux. Mais quand je dis le débat est plus vieux, c'est surtout qu'il est plus vite apparu dans les milieux politiques. On voit qu'en Suisse, par exemple, en 1995, la Confédération décide de communiquer tous ses textes officiels en langage inclusif, en allemand, mais pas en français, ni en italien, ni en romanche. Faisons le point. L'expression langage inclusif ne s'est imposée dans la francophonie que depuis quelques dizaines d'années, mais les pratiques dans les milieux politiques, militants, elles, existent depuis bien plus longtemps. Il peut s'agir de gommer les marques de genre au féminin ou au masculin. C'est le langage épicène, c'est-à-dire qui ne marque pas de différence entre le masculin ou le féminin ou non-binaire. Il peut s'agir aussi d'essayer de visibiliser ou de revisibiliser les femmes dans la langue. Et ce débat-là, sur la représentation des femmes à travers les règles grammaticales, il a lieu depuis très longtemps, bien avant les années 60, bien avant le XXIe siècle. Beaucoup déplorent de nos jours les entreprises de féminisation des mots et imaginent que ce serait une dérive contemporaine que de vouloir modifier la langue. Mais comme le dit Pascal Gijax, plutôt que de parler de féminisation, on devrait parler de reféminisation ou de démasculinisation. Parce que l'accord au féminin essaye de contrer un véritable processus de masculinisation du français entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ce processus a commencé par une offensive sur le long terme contre les mots désignant des métiers ou des titres au féminin qui étaient présents dans l'usage, autrice, doctoresse par exemple. Sous l'influence du sexisme de la société, le fonctionnement grammatical de la langue s'est doté d'un appareil de description idéologique qui a construit le masculin comme genre noble, supérieur, qui avait vocation à l'emporter sur le féminin, non seulement pour désigner les humains, mais aussi pour n'importe quelle règle d'accord en grammaire. Et quand dans les années 1970, des féministes ont revendiqué le retour de l'accord grammatical des noms de métiers en fonction du genre de la personne concernée, il s'agissait donc moins de féminisation que de reféminisation ou démasculinisation ou tout simplement d'application de la règle d'accord. Un instituteur, une institutrice, un directeur, une directrice, un pharmacien, une pharmacienne. Peut-être que le XXIe siècle sera le siècle du retour d'autrice. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage ou Non, pas ? je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice, ça Oui, se dit. c'est le mot qu'on devrait utiliser. Il y a toujours beaucoup de polémiques dès qu'on aborde ce sujet, ce qui veut bien dire que ce n'est pas un sujet anodin, parce que si on a mis autant d'énergie et passé autant de temps à essayer de l'effacer, c'est bien qu'il y a un enjeu derrière. Au début des années 1980, le Canada, la Belgique, la Suisse et la France, sous Mitterrand, se sont dotés de règles de féminisation des noms de métiers. La plupart du temps, il était simplement question de remettre en usage les mots interdits avec leur sens régulier. L'ambassadrice, la présidente, la ministre, l'avocate, l'écrivaine, la chirurgienne. Et de ressusciter parfois des mots oubliés ou de créer des formes féminines, une agente, une ingénieure, une plombière. Les travaux des commissions de féminisation ont plutôt été bien reçus au Canada et en Belgique. Mais en France, on a perdu des années et le gouvernement Jospin a dû publier un nouveau guide de féminisation en 1999. Pourquoi ? Parce qu'en France, précisément, on a l'Académie, une institution conservatrice qui ne comprend pas de linguistes, mais qui a hurlé pendant 40 ans à propos de cette féminisation, au totalitarisme dans le langage, au péril mortel, et puis l'a finalement acceptée en mars 2019 face à l'usage qui s'était imposé. Aux grandes dames de quelques Julien Aubert, plus conservateurs encore que l'Académie elle-même. Alors pourquoi y a-t-il à nouveau polémique ? Parce que sont apparues de nouvelles formes, comme les abréviations avec un point médian, de nouvelles revendications et aussi une nouvelle appellation, l'écriture inclusive. Il ne s'agit plus seulement de noms de métiers, mais de tous les noms qui désignent des gens, des animés. Julie Abou nous raconte son enquête sur l'histoire de cette notion.
Il n'y a pas très longtemps, je suis repartie un peu sur la trace, je me demandais d'où était sortie cette expression d'écriture inclusive. Et j'ai demandé un petit peu aux gens autour de moi qui travaillent aussi sur ces questions-là, et tout le monde était frappé d'amnésie. Et personne ne se rappelait. Mais c'est vrai, ça, vraiment. on emploie tout le temps écriture inclusive, et au fait, on ne sait pas d'où c'est né, comment, qui a dit ça, quand Personne c'est apparu. Et on se rappelle bien que ça n'a pas toujours été là. J'ai regardé dans ma thèse qui sort en 2011. Il n'y a pas la moindre trace d'écriture inclusive. Bon, donc apparemment, ça ne fait pas 10 ans, mais j'en savais pas plus. Et donc, je suis partie un peu regarder ça. Et puis, j'ai écrit à quelques personnes qui le mobilisent dans leurs livres, dans leurs travaux, qui me renvoient vers l'agence de communication mots-clés, qui est tenue par qui s'appelle Raphaël Haddad, qui a fait une thèse de linguistique par ailleurs, et qui, en fait, a lancé un manuel, je crois, d'écriture inclusive, pour accompagner les entreprises qui voudraient être plus paritaires, plus inclusives, etc. Donc j'ai contacté cette personne pour lui demander un petit peu d'où elle avait repris ce terme d'inclusif qui me semblait déjà beaucoup circuler dans l'espace anglophone, qui me semblait être présent dans les questions de santé, d'éducation, de travail social, où on se posait ces questions de pratiques inclusives et de comment inclure. Et là, donc, j'ai une réponse du président de mots-clés, ou du dirigeant, Raphaël Haddad, qui me répond que non, il a forgé ce concept pour que ça soit percutant en termes sémiotiques, pour une agence de communication, pour le vendre un peu comme concept. Et en me donnant un peu les critères pour ça, donc il voulait que ça fasse une polémique médiatique. Il a été servi au-delà de ses espérances, écrit-il. Donc oui, effectivement. Mais donc on voit un petit peu que cette polémique, elle est quand même un petit peu orchestrée aussi médiatiquement. Elle ne sort pas complètement de nulle part, même si effectivement je pense qu'il n'avait pas non plus ça lui a un peu échappé. C'est pas seulement une décision de sa part, mais enfin il y a quand même. C'est quand même un concept forgé par une agence de communication. En tout cas, il te l'a présenté comme ça, comme une marque. Et qui a été déposé effectivement à l'INPI, donc le répertoire des marques. Où on a donc un homme qui dépose écriture inclusive, ce que les féministes seront ravis d'apprendre. Et par ailleurs, j'étais quand même très peu convaincue de sa créativité sur la question d'écriture inclusive. Et donc, tu t'es dit que c'était pas lui qui l'avait inventé comme ça, tout seul, il y a 5 ans. Tu t'es dit que peut-être quelqu'un y avait pensé avant. Tiens. Je suis allée voir un peu ce que faisaient les anglophones. Et en fait, on trouve des traces d'écriture inclusive depuis les années 70. De l'appellation écriture inclusive ? Oui, alors là, soit langage inclusif ou écriture inclusive, on a plusieurs appellations. Et qui se trouvent principalement chez les théologiennes féministes, principalement protestantes et évangélistes, qui en fait se posent beaucoup la question d'inclure les femmes dans la pratique religieuse, mais aussi dans les textes, et de revisiter le texte biblique. Elles se demandent si Dieu est une femme. Enfin, en tout cas, Dieu n'est peut-être pas un homme, donc Dieu n'est pas seulement un homme, Jésus non plus d'ailleurs. Et donc, il y a tout un tas de questions qui arrivent comme ça, ouvertement féministes, qui viennent prendre place dans une herméneutique théologienne féministe. On trouve des traces aussi dans la théologie féministe juive. Alors ça, j'en ai des traces plus saupoudrées. Les prêtres se moquent d'elles, mais elles tiennent le bout. Et qu'est-ce qu'elles veulent faire, par exemple ? Qu'est-ce qu'elles veulent changer ? Qu'est-ce qu'elles veulent comme appellation ? Elles veulent réécrire la Bible, quoi. Et elles veulent utiliser ces formes. Mais dis pas ça, on nous dit tout le temps qu'on veut réécrire les classiques, et là tu nous dis c'est vrai, là. Enfin, on va se faire. Bon, je veux même pas dire qu'est-ce qu'on va avoir là. Vas-y, continue. Mais si bien qu'à un moment donné, le Vatican est obligé de se poser la question et se dit, mais bon, quand même, est-ce que nous aussi, est-ce que chez les catholiques, on doit féminiser, ou en tout cas rendre plus inclusif, parce que c'est pas le terme féminisé, c'est vraiment le terme d'inclusion qui est toujours là. Et finalement, le Vatican dira non, quand même, c'est un peu trop pour les catholiques. Seulement les catholiques des États-Unis auront le droit. Et concrètement, quelles formes vont apparaître ? Je pense que ça va être des she, s/he, ou des they, ou des choses comme ça, ou d'utiliser. Ça va être vraiment de la neutralisation, beaucoup. Passer par personne au lieu de homme, par exemple. Donc, c'est pas des formes complètement inédites, on va dire, au niveau formel, vraiment du langage, mais c'est vraiment une volonté de représenter aussi les femmes dans les textes religieux. Oui, et là, pour la peine, de démasculiniser, de visibiliser et de remettre en question l'hégémonie masculine, en fait, aussi. D'accord. Hein. Elles sont clairement féministes. Le langage inclusif, ou non sexiste, c'est donc une boîte à outils souple qui désigne plusieurs techniques possibles. L'accord au féminin pour tous les titres et noms de métiers exercés par des femmes, la double flexion de type française-français, les mots épicènes qui s'écrivent pareil au masculin et au féminin, comme stupide ou formidable, les tournures qui ne mentionnent pas le genre, les règles d'accord non sexistes, mais aussi les points médians. En fait, la plupart de ces techniques sont déjà fréquemment utilisées et ne choquent plus personne. Revenons sur ces formes, leurs intérêts, leurs limites, leur histoire.
Première possibilité, tout simplement accorder au féminin lorsqu'il s'agit de femmes et dire donc la directrice, l'ambassadrice comme l'institutrice, l'agente ou l'étudiante. Vous, ce que vous voulez faire, c'est de réduire la muse aux règles du café du commerce. Très vite. Je vous invite juste quand même, vous citez beaucoup d'auteurs, mais je vous invite aussi à lire les autrices de cette époque. Peut-être que ça vous éclairera sur... Les quoi les femmes auteurs. Et peut-être lire plus d'écrivaines femmes, peut-être. Ça vous aidera aussi, peut-être. Cette règle va contre l'idée du masculin générique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, pour les titres, la forme au masculin, président ou pharmacien par exemple, pourrait s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sous prétexte que le masculin serait neutre. D'un point de vue historique, quand on observe les usages et leur histoire, on se rend compte que cette règle n'a jamais été complètement adoptée, même par les conservateurs. Le choix d'accorder ou non un titre de métier a toujours été lié à des critères non linguistiques. Les mots sur lesquels se sont concentrées les polémiques ont toujours concerné des métiers qu'il s'agissait de réserver aux hommes. Par exemple, des mots comme institutrice ont toujours été bien acceptés. On remarquera qu'aucune vendeuse ou caissière n'a jamais été priée d'accepter d'être appelée vendeur ou caissier. Par contre, présidente ou pharmacienne ont déclenché les foudres des puristes. Mais au-delà de ces querelles sociales et politiques, qu'en penser d'un point de vue linguistique ? Pour Pascal Gijax, c'est hypocrite de prétendre que le masculin pourrait être générique, car dès notre plus jeune âge, dans toutes les langues romanes comme le français, nous apprenons à comprendre le masculin et le féminin comme des formes spécifiques. Et la question, pour moi, qui est fondamentale, c'est de dire comment on l'enseigne. Et on l'enseigne toujours de la même manière. Le sens spécifique masculin se réfère à des hommes, pour des êtres animés. On l'apprend tout de suite, on l'apprend très vite, mais on l'apprend de manière implicite en période préscolaire. Quand quelqu'un parle à un garçon, quand quelqu'un parle à une fille, quand la personne parle à la fille, elle parle avec le féminin. Quand elle parle au garçon, elle parle au masculin. Pour un enfant, c'est un apprentissage, mais très très rapide, qui se fait déjà dans les 2 premières années de sa vie, quoi. Donc, que les linguistes essayent de discuter du masculin comme si c'était une notion neutre, mais c'est impossible. Vous pouvez pas maintenant, un enfant qui a appris dans ses premières années de vie à une fille à qui on lui a dit mais toi t'es une fille courageuse, lui dire que en fait le masculin c'est neutre, mais c'est pas possible. Par contraste, il y a ces 2 formes, et ces 2 formes sont comprises très vite comme étant des formes spécifiques. Vous voulez dire qu'au fait on apprend aux enfants très rapidement qu'en réalité ces formes sont spécifiques, qu'à la forme au masculin va désigner des garçons, la forme au féminin des filles, et qu'après on a l'hypocrisie de dire non, mais au fait tu es aussi comprise dans les formes au masculin, genre dans les droits de l'homme. Exactement, mais c'est pour ça que ce débat pour moi de réfléchir à comment on va appeler ce masculin, c'est des fois un débat un peu bizarre, parce que finalement vous ouvrez n'importe quel livre de grammaire ou de n'importe quel manuel scolaire, ce sera toujours la même chose. On vous dira pour des êtres animés, vous allez utiliser le genre qui se réfère finalement au sexe. Et puis du coup, cet apprentissage, c'est le premier. Et c'est le premier aussi pour des enfants. Alors, c'est vrai que pour des filles, l'apprentissage du masculin est encore plus fort. On le remarque, nous, dans nos données. Entre 3 et 5 ans, les filles, le masculin, elles le voient très, très clairement comme une forme spécifique. Parce que pour elles, évidemment, pour elles, à qui on a parlé toujours au féminin, le masculin, c'est l'autre. C'est simplement l'autre. Donc, en fait, cet apprentissage, il se fait de manière implicite et de manière inconsciente. Ensuite, à l'école, on rajoute une couche puisqu'on apprend le spécifique directement. Donc, j'aimerais juste dire, ce débat sur la neutralité du masculin, pour moi, c'est un non-débat parce que c'est simplement pas possible puisque c'est pas comme ça qu'on l'apprend. Deuxième possibilité, varier les règles d'accord. Ça veut dire ne pas accorder forcément au masculin, selon la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, mais accorder à la majorité ou à la proximité. Comme Racine, lorsqu'il écrit dans Athalie, ses 3 jours et ses 3 nuits entières. J'aimerais juste ajouter quand même que, et ça c'est aussi intéressant dans le débat, c'est qu'il y a des grammairiens à l'époque qui s'offusquent, qui s'offusquent de ces disparitions, qui disent mais non, on peut pas avoir un accord au masculin, on peut pas voir disparaître l'accord de proximité, etc. Le terme d'autrice doit être là, doit rester. Il y a des personnes qui s'offusquent, et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui s'offusquent de ça le font pour protéger la langue. Disent mais vous êtes en train de tuer le français, vous êtes en train de tuer la langue. On ne peut pas faire disparaître cet accord de proximité, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, on enlève la richesse de la langue en supprimant certaines variantes, par exemple. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un discours à l'heure actuelle où les gens nous disent « vous êtes en train de tuer la langue », qui est le même que les personnes
qui pourtant essayaient d'aller dans l'autre sens. Donc on voit qu'il y a un paradoxe ici pour moi qui est fascinant en fait. Tout à fait. Et vous disiez que la règle du masculin qui l'emporte l'avait emporté, mais dans l'usage, ce qui est frappant, c'est que l'accord de proximité reste assez en usage. Exemple d'accord de proximité spontané attesté à l'écrit. Les prochaines semaines et mois, et non prochains semaines et mois. De nombreuses décisions et échanges, et non nombreux décisions et échanges. Du rock servi par des arrangements et mélodies aériennes, et non arrangements et mélodies aériens. Aimer les villages et villes médiévales, et non villages et villes médiévaux. Les plus belles villes et villages médiévaux, et non les plus beaux villes et villages médiévaux. Ces accords sont étudiés par des linguistes comme Anna Beyer ou Aixiu Han. Je connais les travaux que peut-être Julie, toi, tu connais mieux, mais de Anna Beyer qui a travaillé là-dessus pour montrer que finalement que l'accord de proximité est très vivant encore. Il est là. Hein. Donc on voit que Grévis en parlait avec son beau-fils Gousse dans les dernières éditions. On voit qu'il en parle encore. Il en parle un peu comme une pratique ancienne, mais il en parle quand même encore dans son livre de grammaire. Et on voit que les gens ne le remarquent pas forcément, quoi. Je viens d'écrire un texte en français et je suis arrivé au milieu du texte et je dis aux lectrices et lecteurs, je dis que dans ce texte, en fait, j'ai utilisé l'accord de proximité. Je mets ma main au feu que personne n'a remarqué. Oui, je fais souvent ce test, même à des moments pour les points médians, quand j'en mets très peu dans un texte. Quand on me dit que c'est illisible, je leur demande est-ce que vous êtes arrivé à lire le texte ? Et souvent, on n'a même pas vu qu'il y en avait, effectivement. C'est comme les gens qui me disent moi, j'aime pas l'écriture inclusive, et puis qui ne se doutent pas que ça peut comprendre des formes comme française-français. C'est notre troisième possibilité. Française, français, aidez-moi. La double flexion. Et ce que je ne savais pas, c'est ce que Maria Candéa, qui m'aide à préparer ce podcast, m'a dit, c'est que par exemple, quand De Gaulle avait commencé à dire française, français, ça avait fait polémique, ça n'avait pas été bien vu du tout. On lui disait justement, mais à quoi ça sert ? Pourquoi mettre le féminin ? Vous enlevez justement ce masculin générique. Il y avait aussi des polémiques pour ces formes-là qui maintenant nous paraissent tout à fait banales. Comment tu les as appelées La double flexion ? La double flexion, ou les doublets, les doublons, les formes pairées, on a tellement de termes pour appeler, c'est finalement le fait de nommer les deux. Il y a quand même un point qui est très très important et que je trouve on oublie un petit peu parfois, c'est l'ordre de mention aussi. Parce que l'ordre de mention n'est pas anodin. On a longtemps pensé que l'ordre de mention était un ordre alphabétique, et on le voit bien, c'est pas le cas. Quand on parle de mari et femme, vous n'avez jamais entendu parler de femme et mari, hein, alors que l'ordre alphabétique, on le voit ici. Mais ce qui est important, c'est que l'ordre de mention est un ordre sémantique, et puis c'est un ordre qui est pratiquement toujours le même dans notre société androcentrée, qui tourne autour des hommes, c'est que les hommes sont nommés en premier. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un seul contre-exemple, il y a un seul contre-exemple, et on peut même laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir à ce contre-exemple. Alors, quel est le contre-exemple ? Allez-y. Je vous le donne, c'est mesdames et messieurs. Et mesdames et messieurs, alors peut-être françaises et français, mais mesdames et messieurs, c'est le plus connu puisque les recherches sur mesdames et messieurs ont surtout été faites en anglais. Ladies and gentlemen, et on le voit ici, le ladies ici, on sent déjà un petit peu ce ton paternaliste. Et Peter Hogarty, qui a travaillé là-dessus, lui pense que ce ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, arrive surtout pour des raisons de paternalisme, des raisons de sexisme bienveillant. De galanterie, hein, ça fait un peu sexisme bienveillant, comme dans la galanterie. Ouais. Martin Reisiger, ici à Berne, des fois parle de l'effet, c'est l'effet Titanic en fait, c'est les femmes et les enfants d'abord. Mais c'est le seul contre-exemple. Tous les autres, les hommes sont nommés en premier. Et d'ailleurs, je fais souvent cette expérience dans les auditoires. Chaque année, je mets des prénoms à l'écran et je demande aux étudiantes et aux étudiants de créer des couples hétérosexuels avec les prénoms qui leur semblent, qui vont bien ensemble. Et ensuite, à la fin, je demande aux personnes, levez la main les personnes qui ont mis le plus de couples, le prénom masculin en premier. Et en fait, on arrive
pratiquement toujours à peu près à 80%. 80% des gens lèvent la main et on fait ça. Donc, pour les couples qu'on ne connaît pas, on met le prénom masculin en premier, la recherche le montre bien. Et pour les couples qu'on connaît, et là, c'est intéressant de faire cette réflexion, on met la personne qui nous est la plus importante en premier. Ah, c'est le test. Regardez comment vous appelez vos couples d'amis. Et si c'est des couples hétérosexuels, regardez déjà si vous faites ça, de mettre, quand vous les connaissez, qui vous mettez en premier, on verra qui est le plus important ou la plus importante pour vous. Ça va être drôle, ça. Exactement. Et vous pouvez faire ce test, ça fonctionne à tous les coups. Et on voit que cette notion d'importance, ou parfois c'est la personne avec qui vous êtes la plus proche, ou la personne que vous connaissez depuis plus longtemps, mais en fait, il y a quand même cette notion d'importance. Et dans une société androcentrée, on voit bien que c'est ce qu'on fait également quand on nomme des femmes et des hommes. Et vous voyez, moi, depuis quelques années, je fais très attention, on nomme des femmes et des hommes, et quand on commence à être sensibilisé à ça, on le remarque partout. Ça devient terrible. Julie et Pascal et Julie, je suis en train de me dire ça pour vous. 4e possibilité, le point médian. Le pire, Patrick, étant l'introduction d'un « e » entre 2 points médians qui disloquent les lettres d'un adjectif pour y graver au pluriel la marque du féminin. Ça donne des mots illisibles. Uni-ES, motivé ES. Quelle est son histoire? Depuis quand il est là? Quelle autre forme typographique on avait avant? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Je ne sais pas exactement à partir de quand on le retrouve. En tout cas, j'en trouve des traces il n'y a pas si longtemps, mais à partir, disons, de 2007-2008. Donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'on le trouve avant, mais je ne saurais pas le dater exactement. Et en fait, pendant tout un temps, il est très spécifique à certains milieux féministes qui sont plutôt minoritaires. Et donc, il circule et il est assez plébiscité par ces milieux-là parce qu'en fait, il a pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'il a pas de double sens, contrairement aux autres signes typographiques. La parenthèse, on lui reproche de mettre entre parenthèses, évidemment. Le tiret, il peut évoquer d'autres pratiques. Voilà, les signes typographiques sont réinvestis un peu sémantiquement, ils sont réinterprétés. Donc là, lui, il a l'avantage de ne signifier que ça. Il est assez lisible, il est d'un point de vue typographique, il n'est pas sur la ligne de base, donc il reste sur la même ligne que le milieu des lettres en fait. Donc il y a quelque chose de... Contrairement au point final. Voilà, c'est dans ce qu'on appelle le gris typographique, qui est quelque chose dont on n'est pas conscient, mais quand on entre dans un texte, c'est ça qui nous fait entrer plus ou moins facilement dans un bloc d'écriture, disons, dactylographié. Et voilà, et donc il a tous ces avantages-là. Sa difficulté principale, ce que soulignent en tout cas des locuteurs et des locutrices et des locuteurs, donc. On a eu le cours de Pascal là avant. Vers les années 2010, c'est qu'il est un petit peu plus dur à réaliser parce qu'il faut faire des petites manipulations sur le clavier, mais c'est un peu les seuls défauts qu'on lui trouve. Et à l'oral, il faut juste expliquer comment on l'emploie, parce que très souvent on nous dit que c'est imprononçable, et juste quand on dit qu'il s'agit d'une abréviation, que quand on voit étudiant.e.s, bien sûr on ne le lit pas comme ça, mais on le lira les étudiantes et les étudiants, d'un coup ça paraît clair, mais il faut... Ce qui est frappant, et c'est Christophe Benzintoun qui avait fait remarquer ça, c'est qu'en fait toutes ces pratiques, à part le point médian, mais les parenthèses, les tirets, etc., sont utilisées pour le pluriel et le singulier. C'est-à-dire dans tous les formulaires, quand on ne sait pas si on parle d'une ou plusieurs personnes, en fait, on n'a aucun problème à mettre le, entre parenthèses, les, ou entre parenthèses S, ou entre parenthèses, S, ou etc. Et personne s'est dit que ça allait être illisible, par exemple. Et que c'était difficile à prononcer, en fait. Tout à fait. Ce qui est intéressant quand on passe en revue toutes ces possibilités, c'est qu'on voit que certaines sont nouvelles, mais que beaucoup ne sont pas si nouvelles que ça. Elles s'en vont et elles reviennent. Prenons l'exemple du they, générique, non genré en anglais, qui n'est pas du tout une invention récente. C'est ce qu'explique Pascal Gijax. Le they, il est assez intéressant parce que finalement, jusqu'au 19e, on dit au singulier, on dit « this person came out of the room ». Et si on ne veut pas expliciter ou si on ne connaît pas le genre de la personne, on dit « they seem pretty happy ». Donc, on utilise le « they » comme nous, on l'a appris à l'école, le « they » pluriel, mais on l'utilise au singulier. Et au 19e, les grammairiens en Angleterre, mais en Amérique du Nord, en même temps, finalement, proposent d'utiliser le « he » générique parce que le mâle est plus digne que la femelle. Et là, les travaux d'Anne Bodin, déjà en 1975, discutent de cet aspect-là en Angleterre. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve fascinant en tant que scientifique maintenant, en ayant commencé à travailler là-dessus au début des années 2000, en fait, mes collègues qui travaillaient sur le « he » générique ont en fait arrêté de travailler sur ce masculin parce que simplement, il a pratiquement disparu dans l'usage. Plus personne, maintenant, en anglais, utilise le « il » dit générique
puisque le they s'est réimposé de manière assez implicite, mais il s'est réimposé à la fin des années 1990. Pardon, des 1990. Non, mais ça va, on est là. Justement, on a un podcast qui est censé célébrer les variétés de la langue française. Ouais, il n'y a pas besoin de se corriger. Hein. Non, je me corrige parce que j'ai le complexe du Suisse, évidemment. Non, mais on a aussi des auditeurs et des auditrices suisses, donc non. Ah, super. Pas de correction. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que ce they est revenu, et puis, alors que pourtant, on ne l'a pas appris à l'école. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Je n'ai pas appris qu'on pouvait utiliser ce they. Pourtant, dans l'usage, il a jamais vraiment disparu. Un petit peu comme en français, l'accord de proximité n'a jamais vraiment disparu. Et dans l'usage, on le retrouve, on peut l'observer encore. Qui dit langage inclusif dit passion, polémique, intérêt et critique. J'ai parlé des critiques qui reviennent le plus souvent avec mes invités. La critique peut-être la plus intéressante, c'est celle qui dit que veiller à ces doubles formes, ces doubles flexions, ces marques d'accords de genre différenciés au féminin et au masculin, ce serait avoir une vision de la langue, mais aussi de la société et des personnes très binaires. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de positionnement politique et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire du genre, effectivement. Et est-ce qu'on est dans une vision égalitariste où on garderait cette différence, la complémentarité, etc. Ou est-ce qu'on est dans une vision du genre comme un rapport de domination et que donc on veut mettre à mal au moins. Et du coup, il y a cette question déjà de positionnement politique, et après, il y a une question de stratégie, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire qu'on fait feu de tout bois, et que les choses étant ce qu'elles sont, les catégories de genre étant ce qu'elles sont et elles sont là, on est obligé de les manipuler. Il y a des manières variées d'utiliser toutes ces modalités. Par exemple, Julie Abou a fait sa thèse sur l'antisexisme linguistique dans les tracts libertaires, et pour ce corpus, il ne s'agissait pas vraiment de veiller à une représentation égale des femmes et des hommes dans la langue. Moi, j'étais un peu ennuyée parce que le seul terme que je trouvais un peu à ma disposition, c'était féminisation. Et effectivement, là, c'était pas trop de ça dont il s'agissait parce que je travaillais sur des brochures anarchistes et féministes. Je travaillais sur les formes qu'on trouvait dans ces brochures où il y avait des tirets, des soulignés, des points. Il y avait vraiment toute une variété typographique large. Et surtout, il y avait aussi des encarts qui expliquaient ces pratiques. Et du coup, les gens qui rédigeaient ces brochures disaient vraiment l'objectif, c'est de bousculer cette bonne vieille grammaire. C'est le terme qui va revenir de manière régulière. Qui en fait, alors c'est dit souvent un peu différemment, mais en gros l'idée générale c'est de dire qu'il reflète le monde, et donc en prenant la langue comme lieu de lutte, c'est une façon d'agir sur le monde et de lutter sur les représentations de genre et l'existence même du genre. On est loin de la question de l'inclusion, l'idée c'est pas d'inclure les femmes, c'est vraiment de batailler, de bousculer, d'inclure du tumulte dans ces textes, et donc j'avais travaillé sur ces formes, ces métadiscours, et aussi en complétant avec des entretiens avec des locuteurs et des locutrices qui me racontaient un peu leur pratique et leur vision de ces choses-là, où c'était pas si clair non plus d'ailleurs que tout le monde les utilise. C'était un peu là, on se posait la question, mais donc ça c'était entre 2007 et 2010 à peu près, quoi. Mais justement, cette question de tumulte, c'est un contre-argument qui revient souvent, et j'aimerais bien qu'on y réponde sérieusement et honnêtement, c'est que ça rend les choses plus difficiles que, et si on nous le dit de manière plus intempestive, c'est un délire de bourgeois privilégiés, que c'est déjà assez difficile la langue française, qu'elle est déjà assez difficile à pratiquer et que ça va rendre encore les choses plus difficiles, et que l'écriture, le langage inclusif qui se veut inclusif, justement, va être au contraire excluant, en ayant des pratiques plus difficiles, pas forcément partagées, pas forcément compréhensibles facilement. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Ça contredit pas ce que tu dis, mais je pars d'un constat un peu opposé à ce que tu disais sur l'enseignement tout à l'heure du masculin et du féminin. C'est qu'en regardant les grammaires scolaires, françaises en tout cas, moi j'ai trouvé ahurissant le peu d'espace qui était consacré au genre. S'il y a une page, 2 pages, c'est le maximum, alors qu'en fait, morphologiquement, c'est hyper compliqué à manipuler. Le genre, il y a plein de phénomènes différents, il y a des changements lexicaux, il y a des marques morphologiques. Pas de tout si simple qu'on rajoute un E au féminin, par exemple. C'est des alternances, des fois c'est des formes prolongues. Il y a beaucoup de choses. C'est référentiel, c'est indexical. Si vous prenez un ouvrage en genre et langage dans le domaine et que vous allez à l'index, le nombre d'entrées à genre, comme genre référentiel, genre indexical, genre morphologique, genre syntaxique, genre accord, genre etc., en fait, c'est très très complexe à manipuler. Et du coup, vu la complexité du fonctionnement du genre, finalement, je pense pas qu'on ajoute de la complexité. C'est déjà assez complexe comme ça. Oui, c'est juste qu'on est dans l'évidence de l'existant. Mais de toute façon, pour moi, l'enjeu, il n'est pas tellement dans quelle nouvelle norme on pourrait mettre en place, mais il est vraiment dans cette logique de perturbation et de mettre un caillou dans la chaussure et de dire, mais posons-nous la question. Et en fait, si on ne voyait plus les points médians, comme tu le disais tout à l'heure, trouvons autre chose, comme le féminin générique, par exemple. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est que ça suscite un débat sur les réactions que ça provoque, plutôt que tu voudrais pas que ce soit normalisé, au fait. En fait, c'est juste que ça m'appartient pas que ça soit normalisé ou pas, et je pense que ça appartient à aucun d'entre nous et que ça sera
le cheminement collectif qui en fera quelque chose. Pascal ? Oui, moi je suis d'accord aussi, c'est l'usage qui va nous dire un petit peu comment on va évoluer. Mais moi, je trouve très intéressant, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce débat de l'inclusion et de la difficulté de lire un point médian. Bon, déjà, c'est vrai que surtout en France, le débat s'est tellement focalisé sur ce point médian, ça m'a toujours un peu étonné. Mais moi, en tant que psychologue, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de personnes qui s'inquiétaient des personnes dyslexiques. Je me suis dit, waouh, tout à coup, c'est incroyable. Moi, ça fait des années que je suis en psycholinguistique et tout à coup, tout le monde s'inquiète des personnes dyslexiques. Alors que le français a d'autres formes qui sont bien plus compliquées. On est d'accord, ne serait-ce que l'orthographe. On trouve qu'il ne faut pas trop complexifier la langue quand il s'agit de points médians et de langage inclusif. Mais par contre, quand on parle d'une rationalité d'orthographe, de rendre une orthographe plus accessible, là, d'un coup, ça ne nous intéresse plus du tout. Les pour les nouvelles orthographes, etc. Mais aussi, de la même manière que quand quelqu'un m'a dit « Ouais, mais est-ce qu'on doit dire professeur ou professeuse ?» Et puis la personne, elle dit « Bon, c'est le bordel, je ne sais plus quoi faire, moi, ça m'embête de faire ça, etc. » Mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah clé s'écrit de deux manières différentes et c'est un scandale, je ne sais plus quoi faire maintenant. » J'en ai marre, je ne le dirai plus jamais. Je ne dirai plus jamais, j'utiliserai plus clé parce qu'on ne sait plus quoi faire, vraiment ça ne va pas. En fait, c'est vraiment intéressant de reprendre ces discours et puis de les replacer finalement dans cette langue qui est riche. On a une langue très riche et puis c'est ça qui est intéressant finalement, c'est de l'enrichir. Même le point médian qui peut être ajouté, on peut y ajouter un X. Mais moi, je trouve ça super parce que c'est une marque peut-être militante, c'est une marque symbolique et ce symbole, il est important aussi, c'est important de l'exprimer aussi. Et c'est quand même ce truc où c'est quand même encore prendre les pauvres pour des cons, quoi. C'est pas seulement ça empêche, oui, il y a des rapports de pouvoir dans la langue, il y en a toujours, et dans l'apprentissage d'une langue, et de quelle langue t'apprends, et de laquelle te sert à quoi, etc. Donc oui, bien sûr, et dans les variétés aussi. Mais à un moment donné, les gens savent très très bien de quoi on parle, en fait, en vérité. Et je pense qu'il n'y a pas de problème ni à comprendre, ni à le réaliser. Et à part la première fois qu'on voit une forme, comme n'importe qui voit une forme pour la première fois, et effectivement a besoin de se familiariser. Mais je ne suis pas sûre de voir en fait à qui on fait référence et quelle image on construit aussi des locutrices et des locuteurs quand on dit que les gens ne comprennent pas, quoi. Oui, et justement sur cette question des formes, de choisir, etc., on demande souvent aux linguistes d'aider à choisir entre différentes formes, de rédiger des guides d'écriture inclusive. Et il y a des réactions assez différentes là-dessus. Il y a des linguistes qui veulent bien aider à le faire et d'autres pas du tout, en disant que justement, ce n'est pas leur travail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous situez par rapport à ça ? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des guides de langage inclusif. Et puis, ce que j'ai trouvé plus intéressant dans les guides, c'est plutôt de dire aux gens, voilà les possibilités, les outils que vous avez à disposition. Et ces outils, voici ces implications. Alors, il n'y a pas que des implications positives, il y a aussi des implications qu'on peut imaginer peut-être un peu plus négatives par rapport à certaines institutions. Mais de fait, moi, ce que j'aime dans un guide, c'est pas un guide qui vous dit comment faire, c'est un guide qui vous explique, voilà tous les outils que vous avez à disposition. Et il y en a beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant. Et on peut jouer suivant les situations. Moi, ce que je dis, c'est que moi-même, je n'ai pas les mêmes pratiques de langage inclusif et d'écriture inclusive suivant à qui je m'adresse, dans quelle situation. Et comme de toute façon, on adapte tout le temps notre langage aux situations, pourquoi pas faire pareil avec les modalités d'écriture inclusive ? Moi, je ne conseillerais pas à n'importe qui, n'importe comment d'utiliser des points médians parce que, oui, dans certains contextes, ça peut jouer contre la personne en question. On joue avec les formes comme on joue avec le langage, me semble en tout cas. Julie ? Pardon, désolé Pascal, c'était pas fini ? Non, exactement. Typiquement, on peut utiliser les doublets. Moi, je dis aux gens, utilisez le doublet quand vous voulez signaler qu'il y a des femmes dans ce groupe. Moi, quand je parle de mathématiciennes, quand je parle de groupes qui sont stéréotypés masculins, pour l'instant, j'utilise les termes féminins. Et peut-être à terme, je vais plutôt dégenrer ce discours-là. Mais il y a des discours où moi, j'insiste sur le fait, non, mais il y a aussi des femmes ici. Et puis, j'imagine peut-être dans 5 ans, 10 ans, enfin, en étant très optimiste, les choses vont un peu changer. Et puis, du coup, on pourra dégenrer, par exemple, certains discours parce que maintenant, on est plutôt là-dedans. Donc, on peut vraiment choisir aussi par rapport à ce qu'on veut dire. C'est ça qui est important. Les gens pensent souvent qu'on prend un texte et puis on aimerait bien un petit bouton sur le logiciel qui nous dit langage inclusif. Je clique dessus et puis ça me rend tout mon texte en langage inclusif. Mais ça n'existera jamais, ça, puisque le sens
de chaque outil de langage inclusif est différent. Donc, simplement, la question, et dans un guide, c'est à mon avis ce qu'il faudrait dire, c'est que ça dépend ce que vous voulez dire. Et suivant ce que vous voulez dire, vous utilisez un autre outil et vous l'utilisez autrement. Moi, j'ai jamais participé à la rédaction de guide. Du coup, spontanément, je reviens à ma posture de perturbation et du coup, c'est vrai que j'ai pas tendance à aller vers... Il y a les guides d'un côté, les tracts anarchistes de l'autre. Voilà. C'est ça. Non, mais par ailleurs, je me dis qu'en même temps... Enfin, du coup, je suis pas non plus contre les guides, mais c'est que je me dis on est aussi quand même dans un moment d'offensive réactionnaire forte. Et du coup, il y a quand même beaucoup de discours normatifs. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu à faire contre-normes à des moments et quand même à répondre et du coup à sortir un peu de cette posture un peu idéalisée du linguiste qui ne fait que décrire purement le monde et puis non, en fait, on est tout autant dans des rapports de pouvoir, donc on ne pourra pas y aller, quoi. J'aimerais bien vous poser 2 questions pour finir. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui, dans tous ces débats-là, vous agace et ou vous plaît ? Moi, j'ai vraiment une idée, mais en fait, c'est drôle parce que ce qui m'agace me plaît en même temps, en fait. C'est le fait qu'à l'heure actuelle, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des personnes sont autant réticentes. Pourquoi, quand on leur parle de langage inclusif, on a l'impression qu'on vient de leur dire que je sais pas, on a tué leur mère, ou je sais pas, c'est incroyable. C'est des réactions, mais épidermiques. Ah, oui. Et en même temps, moi, je suis fasciné, en même temps, ça m'agace, mais en même temps, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, nous, c'est un objet de recherche. On essaye de comprendre. Alors, on s'est penché sur les attitudes envers le langage, sur le rapport à la langue. On s'est penché également sur, évidemment, des problématiques de psychologie, donc le sexisme. On s'est posé aussi des questions sur les possibilités qu'ont les gens de penser de manière plus libre. En fait, on se pose plein de questions, et puis c'est les mêmes questions qu'on se pose d'ailleurs par rapport aux attitudes envers la non-binarité. C'est passionnant. Pourquoi il y a des gens qui sont si touchés par ce sujet-là ? Moi, ça me fascine et en même temps, ça m'agace. Donc, voilà. Julie ? Oui, un peu pareil. Je pense que c'est la même chose qui m'agace et qui me plaît. C'est qu'à la fois, je suis très amusée, contente que ces questions-là soient un petit peu incontournables quand même. Tout le monde doit avoir un avis dessus. Enfin, Oui, on s'engueule dessus au repas de famille de Noël. Voilà. Et du coup, c'est quand même, pour moi, c'était complètement improbable il y a 10 ans. Enfin, vraiment, c'était vraiment la niche, quoi. Tout le monde c'était pas dans le débat général public. Comme on a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de débats quand même là-dessus. Ça revenait régulièrement. C'était un peu le marronnier, quoi, de la presse, mais guère plus que ça. Et là, il y a quand même quelque chose où ça devient incontournable, en tout cas d'en discuter. Et ça, c'est plutôt chouette. Par ailleurs, ce qui me rend un peu triste là-dedans, c'est le côté mainstream, c'est-à-dire que d'un coup, ça devient qu'avec la mainstreamisation, en fait, vient une dépolitisation un peu de ces questions. Et du coup, ça peut devenir un automatisme et quelque chose qu'il faut faire parce qu'on coche les cases ce qu'on a appelé le gender washing, etc. Et que ça perd un peu de sa force politique. Et dernière question, est-ce que vous pourriez nous donner des recommandations pour finir, que ce soit, je sais pas, ce que vous voulez, recommandations culturelles, scientifiques, articles, sketchs, ce que vous voulez. Est-ce que vous auriez une recommandation, Julie ? Alors, je veux bien vous parler d'une féministe anarchiste chinoise du début du XXe siècle qui a été traduite en français il y a pas très longtemps, qui s'appelle He Yinzhen et le livre s'appelle La revanche des femmes, ce qui rend assez mal... hommage, en l'occurrence au contenu, mais qui est un très beau texte et dont les positions sont absolument incroyables de contemporanéité, quoi. Et, alors qu'elle écrit ça, il y a plus d'un siècle, et c'est très fort. Et elle part aussi beaucoup de langage, et avec toute la philosophie du langage chinoise qui est très intéressante à confronter à ces questions-là. Voilà, c'est juste le teaser. Et le deuxième, c'est un entretien dont j'ai oublié le titre avec Judith Butler, qui est paru le mois dernier dans un festival qui s'appelle Les Créatives en Suisse, à Genève d'ailleurs, je crois. Et voilà, où elle revient un peu sur l'état des choses autour du genre, et pas seulement actuellement, et qui est très positif et du coup qui fait pas mal de bien. D'accord, on le mettra de toute façon, on indiquera les références sur le site de Binge Audio, sur le descriptif de l'épisode, et on mettra le lien si c'est accessible en ligne. Pascal, tes recommandations, tu peux peut-être parler du livre que tu as coécrit avec tes collègues, dont tu peux me rappeler le nom, qui paraît aux éditions Le Robert. Alors, le livre a été coécrit avec Sandrine Zuffray et Outé Gabriel, et le livre reprend une perspective psychologique sur cette question, une perspective qui nous a semblé peut-être manquer un petit peu en France, en tout cas à l'heure actuelle.
Le deuxième livre que j'aimerais donner, c'est un livre que j'adore, et puis c'est une autrice que j'adore, c'est Eliane Viennot, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire du masculin, et l'histoire un petit peu de l'évolution de la langue. Je trouve que Eliane Viennot, son livre « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », elle a sorti une nouvelle édition maintenant. Je trouve que c'est un livre qui est fascinant, et c'est aussi un livre que j'aime bien offrir, en fait, parce que c'est un petit livre, et c'est un livre qui est chouette à offrir aussi. Oui, il est petit, il se lit facilement, il permet de facilement entrer dans ces débats. Alors si on fait le point, qu'est-ce que le langage inclusif ? C'est d'abord une réflexion de longue date sur la manière de nommer les autres êtres humains, et en même temps c'est une boîte à outils de pratiques qui sont en train d'être testées dans plein de langues. À vous de choisir. Vous pouvez jouer sur les accords, de proximité, de majorité. Vous pouvez créer des formes hybrides, chers auditrices. Vous pouvez créer des formes épicènes, chers auditeurs. Utiliser la double flexion, chères auditrices, chers auditeurs. Vous pouvez aussi, comme le propose la linguiste Claire Michard, mettre tout au masculin, mais vraiment tout, pas juste le président. Ou au contraire, tester le féminin générique. Rien n'est définitif. Ça vous semble compliqué ? Vous avez peur qu'on ne se comprenne plus ? Qu'il y ait trop de variantes ? On parle bien une langue qui n'arrive pas à trancher entre le ou la Covid. On n'a pas fini d'en parler comme jamais. Voilà, c'est terminé pour ce premier volet de notre épisode sur le langage inclusif. Dans un deuxième volet, on va parler de formes grammaticales au féminin, au masculin et de représentation mentale. Écoutez-le pour savoir s'il faut démasculiniser notre cerveau. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé avec le soutien des éditions Le Robert. Cet épisode a été présenté par Laëlia Véron, conçu avec la collaboration scientifique de Maria Candéa, enregistré et monté par Adèle Itel El Madani. Pour nous écrire, c'est possible sur Twitter ou à l'adresse parlercomjamais@binge.audio. À bientôt pour le deuxième volet.